Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. On est le samedi 7 mars 2026 et la mission du jour s'annonce vraiment passionnante. Ah, ça, je te le confirme. Je suis ravie de plonger là-dedans avec toi aujourd'hui. Ouais, parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'analyser les notes d'un entretien vraiment riche, hyper détaillé, entre Ferid Rarbi et Caroline Berger de Femini, qui est la fondatrice du studio Biopilotes Paris. C'est ça. Et dès les premières lignes de ce document, on est tout de suite transporté dans un lieu qui ne ressemble en rien, mais alors en rien à ce qu'on imagine quand on pense à une salle de remise en forme. Ah ben c'est clair, hein, on oublie tout de suite la salle de muscu classique. Pour ceux qui nous écoutent, il faut s'imaginer de très grandes fenêtres, une lumière naturelle abondante qui vient caresser des machines un peu étranges. Les fameux réformeurs. Voilà, les Reformers. Ces appareils sont alignés avec une précision millimétrée. C'est presque comme dans un atelier de mécanique fine en fait. Il y a des rails métalliques, des ressorts qui brillent doucement. Et le détail qui frappe tout de suite à la lecture et qui est crucial pour comprendre la méthode, c'est l'ambiance sonore. Bah oui, pas de musique techno à fond. Exactement. Pas de bruit de fonte qu'on lâche brutalement sur le sol, pas d'écran géant qui clignote de partout. Le texte parle littéralement d'un silence rempli d'attention. Un silence rempli d'attention. J'adore cette formulation. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment une méthode physique, qui est en apparence centrée sur de l'exercice pur, s'apparente en réalité à l'apprentissage d'un nouveau langage et à une reprogrammation totale du système nerveux. C'est un angle d'approche essentiel, en effet. Ce studio fonctionne littéralement à contre-courant de la vie moderne. Ouais, c'est l'anti-salle de sport. Totalement. Notre quotidien est d'une rapidité folle. On scrolle sur des écrans, on court après les transports, on enchaîne les réunions avec une attention qui est, disons-le, constamment fragmentée. On est toujours sur le qui-vive, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que la neurologie humaine ne s'adapte pas à ce rythme pour les apprentissages profonds. Le système nerveux n'intègre pas de nouvelles informations motrices dans le bruit ou la précipitation. Il a vraiment besoin de calme, de lenteur, de répétition et d'une précision absolue. Donc si je comprends bien, si l'environnement est chaotique, le cerveau décroche. Absolument. La tension se dissipe et le mouvement perd toute sa qualité. L'idée ici n'est pas de venir brûler des calories de manière brute, en transpirant sans réfléchir, mais plutôt d'entamer une véritable éducation du système nerveux. C'est assez contre-intuitif finalement quand on y pense. On a tellement l'habitude d'associer le sport à la souffrance, au fameux no pain, no gain, au fait de transpirer à grosses gouttes pour se dire que c'est efficace. Ouais, c'est le mythe de l'effort destructeur. Voilà. Mais ici, on parle d'une réorganisation complète du mouvement. On ne cherche pas à isoler un muscle pour le faire gonfler devant un miroir. On parle de repenser la respiration, la posture, l'équilibre. Et la façon dont le corps occupe l'espace, tout simplement. Et c'est là qu'intervient le concept central de l'intention. Oui, l'intention, c'est un mot qui revient sans cesse dans nos sources. Mais en quoi cette fameuse intention modifie-t-elle concrètement un mouvement qui, de l'extérieur, semble parfaitement identique ? Ce qui est fascinant ici, c'est la dichotomie entre la mécanique et la conscience. Prenons l'exemple d'un mouvement basique sur le réformeur, cette machine équipée d'un chariot coulissant. Le fameux chariot sur rail. C'est ça. Si quelqu'un s'installe et pousse ce chariot uniquement avec la force brute de ses cuisses, le mouvement va s'exécuter, le chariot va reculer. Logique, la mécanique fait son travail. Exactement. Mais l'action reste superficielle, c'est purement mécanique. En revanche, si la personne modifie son intention, si elle décide que la poussée ne naît pas dans les genoux, mais part du centre profond de son abdomen, tout change. Elle engage autre chose. Elle doit stabiliser son bassin, engager son plancher pelvien, synchroniser tout ça avec une expiration ultra précise. Visuellement, le chariot recule exactement de la même manière, mais intérieurement, le travail est infiniment plus riche. C'est là que le mouvement devient conscient. Et c'est ce qui amène à cette idée que le Pilates fonctionne vraiment comme un langage. C'est pas juste de la gym. Si le corps s'exprime par le mouvement, on pourrait dire que chaque exercice est une phrase. C'est une excellente métaphore. Et chaque correction de l'instructeur vient apporter une nuance de grammaire ou de vocabulaire. C'est de la lecture à livre ouvert. On pourrait très bien avoir quelqu'un de visuellement très athlétique, avec une musculature impressionnante, les abdos bien dessinés, mais dont le langage corporel révèle un bassin complètement instable ou un manque cruel de contrôle profond. Et à l'inverse, on va observer une personne avec un excellent maintien de son centre de gravité, mais dont le haut du corps crie de tension. Tu sais, avec les épaules remontées jusqu'aux oreilles et la respiration complètement bloquée. Ah ouais, le fameux stress accumulé dans les trapèzes. C'est ça.
L'instructeur apprend à décrypter ces signaux avant même que la séance ne commence. La façon de se tenir debout, la manière de marcher jusqu'à la machine, la petite hésitation, ou au contraire la fluidité au moment de s'allonger sur le dos. Tout est information. Et ça change tout pour la suite de la séance. Absolument. Cette observation continue permet de comprendre que l'exécution d'un même exercice sur une même machine aura une fonction totalement différente selon les personnes. Pour l'une, il s'agira de retrouver une symétrie perdue. Pour l'autre, ce sera d'apprendre à relâcher les épaules tout en forçant avec les jambes. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que l'application pratique de toute cette théorie prend une dimension, je dirais, assez vertigineuse quand on se penche sur le fonctionnement des cours semi-privés décrits dans notre document. Oui, la fameuse dynamique de groupe. C'est ça. Imaginons la scène pour notre auditoire. On a une seule pièce, un seul créneau horaire, une seule instructrice. Mais face à elle, des profils qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. C'est un sacré défi. Et c'est documenté noir sur blanc. On y retrouve une personne atteinte de sclérose en plaques. Juste à côté d'elle, une personne en plein traitement lourd contre un cancer. Sur la machine suivante, quelqu'un en parfaite santé, avec un profil quasi athlétique. Le grand écart, quoi. Totalement. Et c'est pas fini. Puis on a une personne souffrant d'une déchirure du sus épineux, donc au niveau de l'épaule. Encore à côté, un individu souffrant d'insuffisance respiratoire sévère, avec son inhalateur posé juste là, sur le bord de la machine. À portée de main. Exactement. Et enfin, une personne présentant de gros problèmes de coordination motrice. Et tout ce monde est réuni en même temps dans le même cours. C'est ce qui rend l'approche de la fondatrice si singulière. Elle utilise d'ailleurs une métaphore très parlante dans l'entretien, celle de l'orchestre humain. L'orchestre humain, ouais. Comment faire jouer une symphonie cohérente avec des instruments aussi disparates, dont certains sont fragilisés ou désaccordis par la maladie. La clé réside dans une structure de base commune, mais avec des variations individuelles constantes. C'est le rôle du chef d'orchestre, donc l'instructrice. Tout à fait. Chaque personne joue une partition adaptée à sa propre physiologie du jour. Mais l'ensemble du groupe avance ensemble, dans un tempo partagé. L'objectif absolu, c'est de créer une harmonie collective. Personne ne doit se sentir exclu ou, à l'inverse, tirer l'ensemble de la salle vers la performance compétitive. Alors pour bien saisir la mécanique de cet orchestre, il faut vraiment qu'on plonge dans l'anatomie même de cette séance. Parce que sur le papier, c'est beau. Mais techniquement, comment on gère autant de pathologies différentes sans que ce soit le chaos total? C'est là que la méthode est brillante. Tout commence sur le Reformer, avec un exercice d'apparence hyper basique, le jeu de pied. Mais pourquoi commencer par les pieds, alors que la plupart des gens viennent faire du Pilate pour renforcer leur sangle abdominale? Instructeur. Un scanner, carrément? C'est ça. En regardant simplement comment le pied repousse la barre de la machine, on obtient une cartographie immédiate de l'alignement articulaire. Ah oui, tout part de là. Exactement. On voit tout de suite si la force est bien répartie ou si la personne compense en poussant de manière excessive sur le gros orteil, ce qui, par effet domino, désaxerait complètement la cheville. On observe la ligne invisible entre la cheville, le genou et la hanche. Donc si le genou rentre vers l'intérieur, par exemple. S'il s'effondre vers l'intérieur à la poussée, c'est une information cruciale. Ça indique souvent une faiblesse de certains rotateurs de la hanche. Et c'est précisément à ce moment-là que la première grande adaptation de la séance intervient, le choix de la résistance. La fameuse gestion des ressorts, c'est un aspect fondamental de ces machines. Si on reprend nos profils de tout à l'heure, la personne en pleine santé va démarrer avec 3 ressorts rouges. C'est lourd, 3 ressorts rouges. Ouais, c'est une résistance forte, qui demande un engagement musculaire intense des cuisses et des fessiers. Mais juste à côté, pour la personne qui suit un traitement contre le cancer, l'instructrice retire immédiatement de la résistance pour passer à 2 ressorts rouges. Le but n'est pas de la ménager par pitié, mais de préserver son énergie. C'est exactement ça. Il faut préserver ce capital énergie hyper précieux. Il ne s'agit surtout pas de la vider de ses forces dès les 5 premières minutes du cours. Et pour la personne atteinte de sclérose en plaques, le réglage est encore plus subtil, tu vois. Ah oui, parce que la fatigue fluctue. Voilà. La fatigue neurologique est imprévisible d'un jour à l'autre avec cette pathologie. L'ajustement se fait donc à la minute près. Ça peut être un ressort rouge les bons jours et parfois beaucoup moins les jours où le système nerveux a besoin de douceur pour ne pas flancher complètement. Et au-delà de l'énergie, il faut aussi gérer les blessures purement mécaniques. Prenons le cas de la déchirure du sus épineux au niveau de l'épaule. C'est un muscle essentiel de la coiffe des rotateurs. Oui, si on demande à cette personne de pousser une charge trop lourde avec les jambes, son corps va chercher à s'ancrer, à se crisper pour trouver de la force.
Et inévitablement, elle va contracter la nuque et les épaules pour compenser. Ce qui viendrait compresser directement la zone blessée. C'est ça, ce serait catastrophique. Donc là, l'adaptation est double. D'abord, on réduit drastiquement la résistance des ressorts. Et ensuite, l'instructrice introduit un élément modificateur physique. Elle vient placer un petit coussin très spécifiquement entre les omoplates. Un simple petit coussin? Ouais, mais ça change tout. Il offre un repère proprioceptif, il aide la personne à trouver le bon placement scapulaire, ça ouvre la cage thoracique et ça empêche l'épaule de s'enrouler vers l'avant, ce qui évite toute tension néfaste sur la déchirure. C'est de la dentelle, vraiment. Et une fois cette fondation établie, avec les pieds, le défi se déplace logiquement vers le centre de gravité. On passe aux abdos. Voilà. La séance évolue vers ce qu'on appelle la série abdominale, qui s'inspire du travail sur tapis, le fameux mat work. Là encore, le matériel s'adapte pour créer de nouvelles contraintes. On utilise par exemple un stability cushion. C'est une sorte de coussin instable qu'on vient glisser juste sous la zone lombaire. Ça a l'air inoffensif dit comme ça. Ah, ça en a l'air seulement. Parce que cette instabilité force le système nerveux à recruter les muscles profonds, ceux qui soutiennent vraiment la colonne bien avant de faire gonfler les fameuses tablettes de chocolat. Et alors là, la séquence s'enchaîne avec des mouvements dont les noms annoncent bien la couleur. On a le single leg stretch, où l'on étire une jambe après l'autre, le double leg stretch, le lower lift, pour cibler le bas de l'abdomen. Il y a aussi les mouvements de ciseaux. Oui, les ciseaux, et ce que la fondatrice appelle les moulins à vent. C'est ultra visuel. Et pendant toute cette séquence abdominale, il y a un paramètre supplémentaire qui vient compliquer l'équation. Les élèves tiennent des sangles dans leurs mains qui sont reliées au ressort de la machine. Ils doivent donc stabiliser leurs bras et leurs épaules pendant que leurs jambes et leur abdomen travaillent. C'est un véritable casse-tête neurologique. C'est exactement ça. Et la gestion de la résistance est fascinante à cette étape. Pour les athlètes ou les personnes en pleine forme, l'exercice se fait avec 2 ressorts de résistance. Cela donne un point d'appui solide, mais ça demande beaucoup de force. Mais pour les profils plus fragiles, alors là c'est surprenant, on baisse la résistance à un seul ressort, voire à un demi-ressort. Oui, c'est très contre-intuitif pour beaucoup de sportifs. Ah bah complètement. On a tellement l'habitude de voir les gens rajouter des disques de poids à la salle pour prouver qu'ils progressent, on se dit que plus c'est lourd, plus c'est dur. Sauf ici, alléger la résistance, c'est enlever de l'assistance à la machine. Exactement. Moins de ressorts, ça signifie moins de soutien pour porter le poids de ses propres bras ou de ses jambes. Donc le corps doit compenser par lui-même avec un contrôle absolu. Mais la priorité, comme on l'a vu, c'est pas la difficulté pure, c'est la précision du placement. Si c'est trop lourd, on triche, le dos se cambre et l'exercice perd tout son intérêt. Et une fois que le centre est bien activé, le cours prend une tournure intéressante. On retourne l'attention sur les jambes, mais avec une approche totalement différente. C'est l'étirement des mollets. Ah oui, où l'on vient glisser le talon sous la barre de la machine. Voilà. L'idée est d'allonger l'arrière de la jambe tout en poussant le chariot. Et là encore, l'instruction est pointilleuse. La poussée doit venir de tout le pied, pas juste du genou. Il faut trouver l'équilibre parfait du poids entre le gros orteil et le petit orteil pour garder l'axe de la cheville intact. Ce niveau de détail, on le retrouve juste après, avec l'utilisation des sangles qu'on passe cette fois autour des pieds. On entre dans des exercices comme le banana stretch ou les fameux cercles de jambes suspendus. C'est là que l'ego en prend un coup parfois. Grave, parce que la fondatrice désamorce immédiatement toute tentation de performance visuelle. Certaines personnes sont naturellement très souples, elles pourraient dessiner des cercles immenses en l'air avec leurs jambes. D'autres sont beaucoup plus raides. Mais l'amplitude n'a aucune importance en fait. Aucune. La seule règle, c'est de ne bouger les jambes que dans la stricte limite où le bassin reste parfaitement cimenté au chariot. Si tu fais un cercle immense, mais que ton bassin bascule de tous les côtés, l'exercice est complètement raté. C'est implacable. Et le travail continue ensuite en ciblant le milieu du dos. On utilise pour cela les sangles d'une autre machine, le Cadillac, avec une série complexe qui implique des mouvements de pronation et de supination des avant-bras. C'est un travail subtil sur la rotation des poignets qui remonte tout le long du bras jusqu'aux omoplates. C'est ça. Et la gestion des différents niveaux de forme physique prend ici tout son sens dans ce cours semi-privé. La personne très en forme exécute cet exercice en maintenant son buste en flexion vers l'avant, avec les jambes tendues au ras du sol. Ah oui, une position qui exige une sangle abdominale en béton armé. Exactement. Mais pour les autres profils médicaux présents dans la pièce, il est hors de question de risquer la moindre tension sur les vertèbres lombaires ou d'épuiser le corps inutilement. Donc, quelle est l'adaptation ? Elle est simple et hyper efficace. On pose la tête
et on plie les genoux en position de chaise renversée ou de table si tu préfères. La colonne est ainsi totalement protégée, tout en gardant l'effort parfaitement ciblé sur le dos et les bras. On voit très bien comment l'orchestre fonctionne, pour reprendre l'image. La mélodie de fond est la même pour tous, travailler les muscles du dos, mais les instruments sont accordés différemment. C'est une belle façon de le résumer. Et ça nous mène ensuite à la fameuse série de la rame. C'est un mouvement qui connecte la traction des bras avec la stabilité du tronc. La position dite standard se fait à genoux sur la machine coulissante, ce qui est déjà un immense défi pour l'équilibre. Oh que oui! Et pour accentuer la connexion avec la ligne centrale du corps, il place même un petit ballon entre les genoux de l'élève. Ouais, le détail qui tue. En pressant ce ballon, on active les adducteurs, ce qui engage automatiquement le plancher pelvien. Mais bon, cette position à genoux est inenvisageable pour des hanches fragiles ou s'il y a un manque de contrôle neurologique. Alors la solution pour ces élèves-là, c'est de travailler la rame, mais assis en tailleur, ou bien sur une petite boîte posée sur la machine. Le socle devient plus large, plus stable, et ça permet de se concentrer sur la justesse du mouvement du haut du corps, sans avoir la peur constante de chuter. C'est vraiment une belle manière d'inclure tout le monde. Et il y a aussi cette variante de la rame sur le côté, qui cible spécifiquement les obliques par une rotation du buste. Mais attention, la consigne est stricte. Les épaules tournent, mais les hanches, elles, restent figées comme des phares face à la route. C'est une image très parlante. Et tout ce contrôle prépare parfaitement le groupe à ce qui semble être le point culminant de l'effort dans cette séance, c'est le knee stretch. Le pic cardio de la séance s'ouvre. C'est ça. Ça commence comme un mouvement d'extension de la hanche en étant à genoux pour créer une longue ligne diagonale entre les épaules, le bassin et les genoux. Mais pour les plus sportifs, ça se transforme en une véritable épreuve de force. Une planche complète. Une planche complète, oui, sur une machine instable à laquelle on vient en plus rajouter des pompes. On imagine bien la scène. Il faut garder le centre totalement verrouillé pendant que les bras plient et que le support roule en dessous. Le moindre relâchement, et c'est la perte d'équilibre assurée. C'est un exercice hyper exigeant. Mais heureusement, juste après ce pic d'intensité, la séance amorce sa descente vers un travail de mobilité un peu plus profond, notamment avec la flexion latérale de la colonne. Ah oui, l'exercice de la sirène. Exactement. La consigne, c'est d'étirer tout un flanc du corps comme un arc. Ceux qui le peuvent s'installent directement sur le chariot et d'autres utilisent de nouveau la boîte pour garantir la stabilité du bassin. Et là, l'accent est mis sur une erreur qui est hyper commune. La tendance à vouloir se plier en deux à tout prix pour prouver sa souplesse. Alors que c'est pas du tout le but. Pas du tout. Ici, la consigne est d'imaginer la colonne vertébrale qui s'allonge vers le plafond avant de s'incliner légèrement sur le côté. On cherche la longueur, pas la pliure. Forcer l'amplitude maximale, en fait, ça ne fait que créer un écrasement des disques intervertébraux du côté opposé. C'est très exactement ce qu'on cherche à éviter en pilates. Et le retour au calme est tout aussi précis. L'effort diminue progressivement, les mouvements ralentissent et reprennent un aspect presque méditatif, je dirais. Oui, on retrouve des exercices d'articulation de la colonne, vertèbre par vertèbre, en étant allongé sur le dos. Parfois, il rajoute même un fitness circle. C'est un anneau souple placé entre les jambes, juste pour s'assurer que les jambes restent parfaitement parallèles pendant que la colonne se déroule sur le tapis. Et ensuite, le groupe termine avec un mouvement très agréable, appelé le running sur le reformer. C'est une sorte de course au ralenti, allongée, où les pieds viennent presser alternativement la barre. Ça fait un bien fou, ça. Ça mobilise les chevilles, ça stimule le retour veineux et ça reconnecte la chaîne musculaire des jambes au centre une dernière fois. Enfin, on termine par des étirements profonds des quadriceps et des ischio-jambiers. Et quand on regarde tout ce cheminement de la plante des pieds du tout début jusqu'au sommet du crâne à la fin, on se rend compte qu'absolument rien n'a été laissé au hasard. Chaque geste préparait très exactement le suivant. C'est l'essence même d'un système holistique. Rien n'est isolé, tout est connecté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi est-ce si crucial de décortiquer ces mécanismes, ce choix de ressort, cette position d'un petit coussin sous une épaule ? L'esthétique ou la prouesse physique du moment. Le fil rouge de cette méthode, c'est la préservation de ce qu'on appelle l'intelligence du mouvement. L'intelligence du mouvement, oui. Si une personne est en train de lutter, de trembler de partout et de retenir son souffle juste pour tenir une position spectaculaire sur une machine, elle ne ressent plus rien. Elle ne sait plus comment sont placées ses omoplates, elle ignore la position de son bassin, le système nerveux est en mode survie, il n'est plus du tout en mode apprentissage. Et c'est tellement dommage, car c'est quand on apprend qu'on progresse vraiment sur le long terme.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend que ce travail d'1 heure en studio est censé rayonner sur les 23 autres heures de la journée. Le mouvement devient un outil de connaissance de soi. C'est fascinant ça, cette rigueur presque chirurgicale, cet équilibre très subtil qu'on apprend à trouver sur un chariot mobile. Ça finit par s'infuser dans le quotidien, dans la vraie vie. Totalement. C'est la personne qui, soudainement, va modifier sa façon de marcher dans la rue en engageant mieux ses appuis au sol. Ou la posture qui se redresse naturellement devant l'ordinateur au bureau. C'est ça, c'est une respiration qui se déploie sans effort. Les bénéfices de cette précision sortent largement du studio de Pilates. La conclusion de l'entretien avec Caroline Berger de Fewini est d'ailleurs particulièrement éclairante sur ce point. Pour elle, le but ultime de toute cette ingénierie biomécanique, des ressorts, des poulies, c'est d'amener les individus à s'écouter. C'est de leur faire découvrir ou redécouvrir la sensation inestimable d'être pleinement présent à l'intérieur de son propre corps. Elle décrit la méthode non pas comme une série d'exercices à cocher, mais comme une conversation intime et ininterrompue entre le corps et l'esprit. Et l'instructeur, au final, n'est qu'un traducteur qui aide la personne à comprendre ce dialogue intérieur. C'est une très belle façon de voir les choses. Cette analyse nous offre une leçon très puissante. Et ce, même pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être aucune intention de s'allonger un jour sur un reformer. L'idée que la lenteur, l'observation minutieuse de soi et le pouvoir de l'intention puissent radicalement transformer notre façon de bouger et d'agir, c'est une notion vraiment universelle. C'est un antidote parfait contre l'idée préconçue selon laquelle il faudrait toujours aller plus vite, faire plus de bruit et soulever toujours plus lourd pour obtenir des résultats valables. L'efficacité silencieuse est souvent bien plus durable que l'agitation. Tellement vrai. D'ailleurs, cela soulève une question importante avec laquelle on pourrait clore cette réflexion. Je t'écoute. Si l'on admet que notre corps est un langage, et que ce langage est aujourd'hui déformé par la sédentarité, l'urgence permanente et les tensions du monde moderne, que raconterait très exactement notre posture à cet instant précis, sur notre propre état émotionnel et mental, si un expert savait la lire à livre ouvert? Ah oui, c'est vertigineux de se poser la question. Et plus intriguant encore, si le simple fait de corriger consciemment notre assise ou de libérer notre respiration permettait, par effet domino, de débloquer une clarté mentale inédite. Voilà une perspective qui donne matière à réflexion. Spécialement la prochaine fois qu'on se surprendra à crisper les mâchoires ou à voûter les épaules devant un écran. Merci d'avoir exploré toutes ces subtilités biomécaniques et philosophiques avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'est une belle invitation à prendre le temps d'habiter son propre corps avec un peu plus de conscience. Prenez soin de vos mouvements, gardez l'esprit ouvert et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de sources fascinantes.